Oui. J'ai eu deux phases dans ma vie de chercheur sur les structures familiales. Phase qui commence en gros peut-être au fin des années 70, début des années 80. Un jour, j'ai eu une illumination, j'ai vu que la carte du communisme achevé des années 70 s'inscrivait dans la carte d'un type de structure familiale particulier, parce que famille communautaire, le père, ses fils, de grosses associations. Et à partir de ça, j'avais développé un premier type d'analyse de type structural dans lequel je partais d'une typologie des types familiaux, je classais les régions du monde, mais c'était un modèle structural. En gros, j'avais un jeu de petites boîtes familiales et puis je logeais dedans d'autres variables et des variables de modernisation. Donc ça permettait de voir d'expliquer la diversité des rythmes et des trajectoires de modernisation par une sorte de diversité initiale des types familiaux. Ça marchait très bien, je ne redis rien de ce que j'ai fait, je pense que c'était super découverte, inspiré par des travaux antérieurs, c'est-à-dire Peter Laslett, qui était le pape, c'est le type qui a, enfin je suis bien tombé, c'est le type qui a relancé les études sur la famille, c'est lui qui avait découvert que la famille anglaise du XVIIe siècle était nucléaire, et qui avait émis une première hypothèse, si on peut dire, de nucléarité générale. Alan Macfarlane, qui a été mon examinateur de thèse à Cambridge, avait émis l'idée d'un rapport entre la famille anglaise et le développement industriel spécifique, le libéralisme anglais. Et donc, en un sens, ce que j'ai fait, c'est j'ai généralisé à l'ensemble de la planète et mis en typologie toutes les formes familiales de la planète. Alors que Macfarlane est une sorte d'anglais typique qui ne connaissait que les Anglais, les Gurung du Népal, et puis qui pensait qu'à partir du Pas-de-Calais, c'était pareil, jusqu'à l'Inde. Voilà, donc il était un peu bloqué dans ses recherches. Moi, ça ne me plaisait pas d'avoir segmenté l'humanité, c'était vrai, mais pas agréable. Et puis j'avais cette question qui m'était posée par certains et par moi-même, comment expliquer cette diversité? C'est ça le sujet de ce livre. Alors à la fin de la troisième planète, Structure familiale et systèmes idéologiques, qui était le bouquin central dans cette phase structurale, j'avais une conclusion particulièrement inepte qui s'appelait Le hasard, où n'ayant pas observé de coïncidence structurale entre les types familiaux, les systèmes économiques, les niveaux de développement, le relief, le climat, j'ai dit ils sont distribués au hasard. Voilà. Et honnêtement, c'est là que mon amitié avec Laurent Sagard, linguiste remarquable, spécialiste des langues asiatiques, m'a quand même donné un sacré coup de pouce. Alors ce qui était formidable, c'est qu'il ne s'intéressait pas du tout au contenu des concepts. C'est de la lecture de cartes, ça s'appliquera à n'importe quel type de carte. Donc, il me dit, tu vois, là, tu as un gros machin au milieu, rouge et marron, qui semble appeler famille communautaire, exogame ou endogame. Et puis, là, tu vois, des deux côtés, sur le Japon et l'Allemagne et la Corée, tu as deux petites taches vert foncé, symétriques. Alors, pour un linguiste, ce genre de carte, c'est transparent. Ça veut dire, principe du conservatisme des zones périphériques, l'interprétation d'une carte comme ça, c'est que il y a eu une époque où tout l'espace était rempli par le caractère périphérique, on peut appeler A, ou dans ce cas précis, nucléaire. Et puis, l'espace était comme ça. Et puis, il y a eu une innovation centrale communautaire qui s'est répandue vers la périphérie, mais qui n'a pas atteint l'ensemble. Et donc, sur la périphérie, vous avez des petites flaques de poches isolées qui sont les traces du système ancien. Vous pouvez jouer à ça vous-même avec n'importe quelle variable. C'est-à-dire, par exemple, je donne dans ce bouquin l'exemple des maisons à colombage, à pans de bois. Donc, vous allez en retrouver en Bretagne, en Normandie, dans le sud-ouest, en Alsace, un petit peu à Troyes, il y a une poche. Et puis, dans le reste de l'espace, vous aurez des maisons de pierre. Et donc, alors, si vous êtes dans un modèle structural qui, en l'occurrence, ne va pas du tout être opérant, vous allez vous lancer dans la recherche de traits civilisationnels communs aux Alsaciens et aux Bretons, mais que les gens du bassin parisien n'auraient pas, aux Toulousains et aux Normands. Alors que si vous êtes dans un modèle d'analyse des processus de diffusion par le conservatisme des zones périphériques, vous dites, c'est très simple, oui, ces maisons à pans de bois sont les restes du système ancien. En fait, on le savait au départ, les maisons à pans de bois, c'est la technique de construction du bas Moyen-Âge.
Mais si vous voulez, c'est typiquement. Moi, personnellement, ma conversion ultime au conservatisme des zones périphériques, ça a été associé au phénomène punk, né en Angleterre. Mais j'ai vu un jour, ça a totalement disparu, enfin, en tout cas des régions d'Angleterre que je fréquentais. Et un jour, j'ai vu un punk à Périgueux. Je me suis dit, ça c'est bon, conservatisme des zones périphériques. Voilà, vous voyez. Donc, mais on peut le faire avec n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à lire l'histoire dans l'espace. La typologie de l'invention de l'Europe, c'était un dérivé de la typologie de Leplay, hein, sociologue de la famille. Donc la typologie de Leplay, c'était famille nucléaire, papa, maman, les enfants, qu'il lui appelait famille instable parce qu'il n'aimait pas. La famille souche, ça c'était son idée, son concept. Alors lui, il était tombé amoureux de la famille souche, c'est-à-dire de ces systèmes à héritier unique. Donc c'est type du sud-ouest de la France, de l'Allemagne, du Japon, de Corée. Ça a été très fréquent, mais je vous trouve des types souches polygames en Afrique à l'appel, si vous voulez. Et puis, son troisième type, c'était ce qu'il appelait famille patriarcale, et c'est ce que j'appelle, moi, famille communautaire patrilinéaire. Hein, donc, c'est d'ailleurs le type russe, chinois, ce père, ses frères, etc. Dans l'invention de l'Europe, j'avais dédoublé le type nucléaire en distinguant les modèles français et anglais par la règle d'héritage, puisque la famille nucléaire française du bassin parisien avait une règle d'héritage super égalitaire entre tous les enfants, bien avant la Révolution, alors que les Anglais étaient plus dans l'utilisation libre du testament, donc j'avais famille nucléaire égalitaire, famille nucléaire absolue. Mais c'était un dérivé de la typologie de Leplay. Et alors, on a fait un article avec Laurent Sagard dans la revue Diogène, et le modèle qui est dans ce livre est beaucoup plus compliqué que le modèle qu'on avait utilisé avec Laurent dans cet article rapide. Donc je définis un échantillon un échantillon principal de 215 populations. J'ai développé une typologie beaucoup plus fine des types familiaux, avec des catégories intermédiaires. Donc en fait, j'ai développé, je dirais, triplé chacun des types, en tout cas les types complexes, en utilisant les concepts de patrilocalité, de matrilocalité, de bilocalité. J'ai aussi complexifié en introduisant des nuances. C'est-à-dire, dans la typologie de Leplay, les couples de générations différentes, soit ils habitent ensemble, soit ils sont séparés. Et donc, avec les notions de corésidence temporaire ou d'habitation à proximité, je vais définir des types intermédiaires. Et évidemment, les types intermédiaires sont très importants. Les types que Leplay a étudiés sont des types déjà très affinés par l'histoire, même si c'est la famille nucléaire. Vous voyez ? Donc, j'aboutis à une typologie à 15 cases. Moi, j'ai une conception assez archaïque des sciences sociales ou historiques. Je trouve que je pense en termes de lois, d'associations de variables fortes. Et si on a des lois, on a une certaine capacité de prédiction. Je vais vous parler de prédiction d'un autre type. Donc, vous voyez le truc, donc vous avez ces trucs de logique de diffusion. Et vous arrivez à un point où vous avez des espaces sur lesquels vous n'avez pas encore trouvé les données. Mais d'après la position de cet espace, en fait, vous pouvez prédire ce que vous allez trouver. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je n'avais pas de données sur la Nièvre. Vous sentez ce truc-là, vous voyez la position, vous voyez bien que c'est dans un angle mort politico-civilisationnel. Vous dites, il va y avoir un type. On risque de trouver un type familial archaïque là-bas. Donc, j'obtiens, je crois que c'est la seule fois où j'ai obtenu des crédits de mon institut de recherche pour faire quelque chose, et j'envoie un étudiant breton, génial, que je cite d'ailleurs dans ce bouquin à propos, qui avait un type qui s'appelle, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, et puis il ne fait plus de recherche, qui s'appelle Éric Le Penven, donc son nom indique assez que c'est un authentique breton, et je l'envoie sur crédit INED dans la Nièvre, aux archives départementales de la Nièvre, en lui disant, tu vas trouver, à mon avis, ça va être des gros ménages avec un système de parenté bilatéral, une famille communautaire, pas centrée sur les hommes. Hein, bon, c'est l'un des jeux, toi. Plaf, il l'a trouvé. Et à vrai dire, le test de ce qu'on a compris, c'est la capacité à faire des trucs comme ça. C'est-à-dire, si vous êtes en situation, vous pouvez dire, on va aller à un endroit, c'est comme l'histoire du mec, la planète manquante. Vous savez, à partir des lois de la gravitation, il manquait une planète. Et donc les mecs cherchaient, ils l'ont trouvé.
pareil, la démarche du livre, c'était de comprendre. C'est là que Le Penven, ce jeune chercheur breton, m'a beaucoup aidé. C'était d'arriver à échapper à la typologie de Leplay. Ce que très peu de gens réussissent. Moi, je suis resté là-dedans très très tard. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'une fois que vous avez les typologies, vous êtes libéré de phénomènes de cécité. Parce que tant qu'on a la typologie de Leplay, on ne peut pas voir le système nivernais. Parce que le système nivernais est bilocal. Vous avez des grandes familles. En fait, c'est toute la bordure nord-ouest du Massif central qui est communautaire, mais pas comme l'entendait Leplay. Et avant d'avoir échappé à la typologie, je veux dire, quand on n'a pas la typologie, on se rend capable de ne pas voir les données. Et donc, ensuite, ayant, dans des chapitres introductifs, défini cette typologie complexe, défini cette carte globale, je fais une étude régionale par grande région du monde. Donc j'ai commencé par la Chine, mais parce que la Chine me donnait le bon recul temporel. Ni trop long, ni trop court. 2 millénaires, un peu moins de 2 millénaires, c'était bon. L'Europe, c'est une histoire très courte. C'est d'ailleurs l'un des aboutissements, l'un des résultats du livre, c'est que l'Europe a à peine une histoire de développement de ces types familiaux. Donc l'Europe, c'est trop court, on n'a pas la bonne échelle. Le Moyen-Orient, c'est tellement long qu'on devient fou. On démarre à 3000, 3300 avant l'ère commune. Donc je commence par la Chine. Pour la Chine, je définis une séquence visible, famille nucléaire, pressentie plus que vue, famille souche, une première complexification et première apparition d'un principe de prédominance masculine, imparfait, généralement héritage par le fils aîné, patrilinéarité de niveau 1, et puis passage à la famille communautaire, et puis patrilinéarité de niveau 2, là tous les garçons héritent et sont symétriques, et puis patrilinéarité de niveau 3, c'est au bout d'un certain nombre de siècles, ou plutôt de millénaires, le statut de la femme devient vraiment très très bas. Dans chacun des cas, j'utilise la même méthode, c'est-à-dire je démarre dans chacun de ces sous-ensembles, si je peux, par une analyse géographique des systèmes familiaux dans la période la plus récente, mais ayant fait ça, chaque fois que je peux, et on peut toujours dans le cas de l'Eurasie, dans les sociétés d'écriture, j'introduis ce qui existe de données historiques. Donc vous prenez le cas de la Chine. Vous pouvez définir, si vous prenez le cœur de la Chine est communautaire, règles d'héritage entre les garçons, exclusion des femmes, antiféminisme totalement dément, aujourd'hui encore et encore plus, on pourra en parler si vous voulez. Et puis, mais sur le pourtour de la Chine, vous voyez soit la famille souche, des règles d'héritage inégalitaires, soit des traces de famille souche. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une époque où l'ensemble de l'espace avait dû être souche, avant la famille communautaire. Et si vous plongez à ce stade dans les documents historiques, vous allez trouver effectivement, pour la Chine centrale historique, ce qu'on appelait le milieu, c'est la région de la notion empire du milieu, ce n'est pas parce que c'est le milieu du monde, c'est parce que c'était le milieu des civilisations chinoises, vous allez trouver vers 1100 avant l'ère commune l'émergence de règles de primogéniture dans l'aristocratie et sans doute aussi dans la paysannerie. Et puis plus tard, vous allez trouver vers le tournant, un peu après le tournant du début de l'ère commune, autour, vous allez trouver les signes manifestes d'une symétrisation du rôle des frères et l'émergence de familles communautaires associées à l'Empire. Mais pour expliquer tout ça, je dois rentrer dans un modèle extrêmement complexe où je montre que le principe patrinaire de niveau 1 de la famille souche est passé aux nomades de la steppe, qui en fait une adaptation spécifique en gardant la famille nucléaire, c'est-à-dire une famille conjugale dans chaque tente. À partir de ce moment-là, c'est le moment où les nomades de la steppe commencent à devenir agressifs et efficaces, le début des invasions uniques, des Huns, et puis ça continue en fait jusqu'aux Mongols. Donc ils envahissent la Chine, et ce que je suppose, et ce que je crois vrai, c'est que le plaquage de cette organisation nomade un peu symétrique sur la famille souche chinoise peut produire les gros blocs communautaires. Et c'est un processus que j'observe aussi en détail dans le cas de l'Inde du Nord, la même séquence, le même rôle des nomades, et d'ailleurs les mêmes nomades. Et alors beaucoup plus tôt dans l'histoire, dans le cas de la Mésopotamie, on peut faire des cartes de la primogéniture en Mésopotamie au 3e millénaire. Donc il y a aussi un gros travail historique. Honnêtement, ce dont je suis le plus fier, c'est la Mésopotamie. Je me suis donné un mal. Vraiment. Mais ça a été un grand moment idéologique pour moi aussi. Bon, j'ai écrit des bouquins dans le livre économique, je parle d'économie.
la politique, je suis à peu près compétent, mais si vous voulez, dans toutes ces sciences, particulièrement en économie d'ailleurs, je veux dire, l'illusion économique n'est pas un livre plus stupide que d'autres quand on voit ce qui se passe économiquement. C'est un livre qui a même une certaine valeur prédictive. J'avais une 309 avant d'avoir ma 306, et c'était le plus bas de gamme. C'est celle qui avait vraiment rien dans le ventre et qui se mettait à vibrer à 130. Et en fait, quand je faisais de l'économie, je m'identifiais à ma 309. Vous voyez, je vibrais à 130. Je sentais que j'étais à la limite de mes compétences. Les structures familiales, ce n'est pas le cas. Sur les structures familiales, j'ai toujours pensé que j'étais une Mercedes. Mais par effet d'accumulation des connaissances. J'ai été très attaqué pour ça parce que c'était un modèle qui était contraire à l'esprit français. L'esprit français, c'est l'homme universel. Et il y a une certaine confusion en France entre la notion d'homme universel et la notion de système social universel. Moi, je pense que l'homme est tout à fait universel, mais que les systèmes sociaux, familiaux, sont assez divers. Non, le système archaïque, c'est la famille nucléaire. Donc, ça donne la thèse la plus invraisemblable du bouquin. Donc, vous trouvez la famille nucléaire sur toute la périphérie. Donc, vous allez découvrir ce truc. Avec une certaine malice, vous allez constater que les Anglais, producteurs de la révolution industrielle, ont un système familial qui ressemble beaucoup à celui des aborigènes philippins. Hein? Donc, petit à petit, vous voyez l'horrible vérité se révéler, l'ineptie de 100 ans, 150 ans de spéculation sur le mystère du décollage occidental. Là, le modèle auquel on aboutit dans ce livre, c'est juste pas ça. C'est-à-dire, vous avez la famille nucléaire partout au départ, et quand vous êtes dans un système familial nucléaire, vous allez voir, je suis un bon libéral en un sens, enfin au niveau familial en tout cas, eh ben, vous êtes dans un de ces systèmes où les individus sont assez libres, les hommes et les femmes différents mais égaux. Je pense que c'était le concept familier et accepté par les hommes des cavernes et les premiers agriculteurs. Et puis vous avez, quelque part au milieu du monde, dans ces populations, en Mésopotamie, vous avez des gens qui inventent l'agriculture, qui inventent la ville, qui inventent l'écriture, qui inventent l'État, qui inventent tout quand même. En Chine, la même chose, je dirais indépendamment, plus d'un millénaire plus tard. Et puis, vous avez aussi ces populations qui innovent dans le domaine familial, donc qui inventent la famille souche, qui présente encore un certain intérêt économique, puisque ça permet de transmettre les connaissances, les aptitudes, le progrès agricole. Puis ensuite, vous avez l'innovation communautaire qui présente un certain intérêt militaire, mais qui produit, avec abaissement du statut de la femme et enfermement des hommes dans une structure complexe, je dirais infantilisation, non pas simplement des femmes, comme je le croyais, mais aussi des hommes. Vous avez petit à petit des sociétés qui s'assoupissent. Donc vous avez l'explication de l'assoupissement du Moyen-Orient, qu'on interprète à tort comme assoupissement du monde arabe, mais la dynamique générale est beaucoup plus large que celle du monde arabe. Assoupissement de la Chine. Et puis voilà. Donc vous avez une histoire complète. L'Europe, quid de l'Europe dans ce modèle? L'Europe, elle est au bout du monde, là, ce machin, là, cette péninsule, truc. Donc elle reçoit l'agriculture par diffusion, en provenance du Moyen-Orient. Elle reçoit la ville, l'État, l'écriture par diffusion. Les caractères latins sont dérivés des caractères grecs, sont dérivés des caractères phéniciens, qui représentent l'innovation d'un alphabet consonantique sur les franges de la Mésopotamie, où l'écriture cuniforme a été conçue. Et puis, simplement, les Européens, c'est les mecs qui ont perçu la famille communautaire. J'inventerai pas des lois historiques juste pour embêter les occidentalistes. Mais ayant trouvé ça, je ne suis pas mécontent de me moquer dans le contexte idéologique actuel, des gens qui glorifient l'Occident comme porteur de caractéristiques super spéciales. On ne peut pas en tirer uniquement des choses négatives pour l'Occident. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que l'Occident n'avait pas inventé grand-chose sur longue durée, était juste comme tout le monde au départ, et que la famille sumérienne du départ devait quand même vachement ressembler à la famille européenne actuelle, ça a été écrit par des historiens, hein, par Kramer directement, eh ben, on vous pose une question du genre « Et quid du décollage de la Chine actuellement ?» Je me suis entendu répondre non, le décollage chinois, c'est du rattrapage, puis la Chine reste très antiféministe,
visiblement, le système patrinaire n'est pas mort du tout, comme en témoigne l'utilisation de l'échographie pour pratiquer l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin. Il faut qu'ils se débarrassent de ce machin qui a été construit sur des millénaires, d'un système communautaire, anti-individualiste, abaissant le statut de la femme, et je suis plutôt pessimiste pour la Chine. Moi, le pays dont j'attends beaucoup, c'est l'Indonésie. Parce que l'Indonésie, système nucléaire, alors il y a une déviation matrilocale, statut très élevé des femmes, mais ce que vous avez, c'est une famille nucléaire qui n'est pas pure. C'est-à-dire que au moment du mariage, le jeune couple va passer quelques années dans la famille d'origine. C'est ce qu'on appelle corésidence temporaire. Alors il s'en va quand l'enfant a un certain âge ou quand la sœur suivante se marie. Et puis c'est des systèmes où en général la dernière née récupère les parents. Mais c'est un système qui avait été décrit par Fraser, ethnologue anglais, qui avait été décrit comme famille naturelle. Et c'est effectivement un truc qu'on retrouve. Alors chez les nomades de la steppe, on va trouver une variante patrilinéaire de ça. J'ai parlé de l'organisation patrilinéaire des Huns et des Mongols. Donc là, c'est le dernier des enfants qui va tout garder. Mais dans le cas des Philippines, ce qu'on va trouver, où là, il n'y a pas d'organisation unilinéaire, c'est-à-dire matrie ou patrie linéaire, ou aucune trace de ça, eh ben, c'est quand même un cadet garçon ou fille qui va récupérer les parents. Je vais vous donner un exemple du genre de truc dont je suis content, qui n'est pas dans l'argument principal du livre. Vous allez voir, ça renvoie à rien de ce que j'ai parlé. Des systèmes matrinaires caractérisés, où la transmission des statuts, des biens se fait à travers les femmes, mais ça ne veut pas dire du tout que les femmes sont au pouvoir. Hein? Les femmes ne sont jamais au pouvoir. Les hommes non plus, d'ailleurs. Et donc, il fallait, si on prétend expliquer la distribution des types patrinaires et des types bilatéraux sur la planète, il faut quand même traiter la question. Les systèmes matrinaires existent. Et une chose qui m'est de plus en plus utile dans mes recherches, alors je ne sais pas si je le dérive de Marx, de Hegel ou de Sacha Guitry, c'est l'idée qu'une chose et son contraire sont assez proches finalement. Et que c'est ce qui est à l'extérieur de cette dualité, de ce conflit, qui est vraiment différent. Hein, dans Sacha Guitry, ça va donner le contraire de la vérité et déjà très près de la vérité. Et effectivement, si vous regardez les endroits où se trouvent les systèmes matrilinéaires en Eurasie, vous n'allez pas les trouver sur l'extrême, sur la périphérie la plus lointaine, vous allez les trouver sur une zone frontière entre le bloc central patrilinéaire et puis la périphérie, je dirais, où le système de parenté est resté indifférencié. Donc, par exemple, vous prenez le système Nayar du Kerala. Les Nayars étaient une caste militaire. Hein. Le groupe, c'était la caste dominante, à spécialisation militaire, contrôlant les terres. C'était le pouvoir politique, c'est eux qui fournissaient les roitelets qui se partageaient le Kerala. Mais au-dessus d'eux, sur le plan symbolique et rituel, il y avait des brahmanes Nambudiri, mais les Nambudiri étaient patrinaires de niveau 1 avec la famille souche. Et d'ailleurs, vous aviez une interaction complexe entre les deux, puisque les femmes Nayars faisaient un premier mariage avec un fils cadet de famille Nambudiri qui les engrossait et qui n'avait pas droit à ses enfants. Et c'est là que vous voyez l'architecture matrinaire. Ce que vous devez imaginer, c'est une réaction du type, vous voyez arriver des mecs qui sont organisés en disant que c'est les hommes qui sont importants. Et donc vous avez une population qui réagit en disant non, chez nous de tout temps, ce qui n'est pas vrai, ce sont les femmes qui sont importantes. Et vous voyez apparaître le système inverse. Alors maintenant, ma fierté sur l'Indonésie. Donc vous avez une organisation familiale assez standard qui va comprendre la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le gros de l'Indonésie. Ce système n'est pas naturel. Je veux dire, il y a vraiment un biais matrilocal, il y a un certain niveau de formalisation. Je me dis, mais comment expliquer ça? Je me dis, la seule façon, c'est
essayer de trouver un moment de l'histoire où cet ensemble, je veux dire, avait une unité. Donc on va aller chercher avant l'islam, avant le bouddhisme, qui sont des apparitions tardives. Et qu'est-ce qu'il y avait avant cette diversité? Alors là, vous trouvez quelque chose de commun. Et vous vous rendez compte que un historien qui est décédé depuis longtemps, Cédès, appelait cette région l'Inde extérieure. Parce que c'est une région dont la mise en forme, enfin la première civilisation, était d'origine indienne, jusqu'à la veille de l'implantation de l'islam, du bouddhisme, qui sont permis par l'effondrement, je veux dire, des systèmes antérieurs d'origine indienne. Et là, quand vous rentrez dans la liste de systèmes, vous voyez que c'est une civilisation indienne, hindoue, je ne sais pas comment dire, qui est arrivée par les marchands, les prêcheurs, de façon pacifique, pas du tout par la conquête. Si vous avez compris ces phénomènes de réaction à la patrilinéarité, de différenciation selon les classes sociales, vous pouvez dire, au fond, peut-être ce biais matrilocal qu'on trouve partout, c'est peut-être simplement qu'une sorte de dualité s'est établie, de réaction. Donc vous avez une caste supérieure, hindouisée, patrilinéaire, et puis la population, je veux dire, se définit par différenciation et développe, je veux dire, une nuance opposée. Il y a une sorte d'axe universel dans l'histoire humaine, sur l'alphabétisation, le contrôle des naissances, l'émergence de formes politiques à participation populaire majoritaire qu'on peut appeler démocratie, et chose qui fonctionne plutôt mieux avec un droit de suffrage universel. Tout ça existe. Mais par contre, sauter de ça à l'idée d'une planète homogénéisée, c'est marrant, là vous m'avez fait avancer parce que vous avez employé l'expression autonomisation du politique, ce que je vais retourner simplement comme truc, c'est très bien. Donc c'est le modèle de la lévitation pour moi. Vous voyez, c'est un espace politique qui se libère de la société. Bon, j'arrête de déconner, mais là, je ne renvoie pas tant à ce livre qu'à mes recherches antérieures. Donc, moi, j'ai ce modèle d'une diversité quand même. On entre dans la modernité récente, parce que les Romains avaient leur modernité, les Grecs avaient leur modernité. La modernité pour les Grecs et les Romains, c'était de considérer que tous les peuples qui n'avaient pas abaissé le statut de la femme étaient des barbares. Hein. C'est ça le truc. Donc, il y a d'autres modernités. Mais pour notre modernité la plus récente, je ne la vois pas effaçant toutes les différences. C'est d'ailleurs, et l'hypothèse de l'effacement des différences est ce qui a produit cette espèce de monstruosité qu'est l'euro, fondée sur la base que les Allemands et les Français, c'est la même chose. Je vais vous donner un dernier exemple extrêmement simple sur ce problème de la non-convergence. Alors, la baisse de la fécondité est universelle. Dès que les gens savent lire et écrire, pas seulement les femmes, mais les hommes, et qui sont confrontés à des problèmes d'alimentation d'eux-mêmes et de leurs enfants, au bout d'un certain temps, il y a baisse de la fécondité, c'est un phénomène universel. Ça commence, il y a des délais, il y a des décalages, mais je veux dire, c'est partout. Mais vous allez plus loin et puis vous vous intéressez aux pays qui ont leur révolution démographique bien derrière eux, et puis vous regardez les planchers de fécondité atteints. Hein, prenez les pays d'Europe. Alors jusqu'à très récemment, on pouvait dire il n'y a que la France qui est un peu spéciale parce qu'elle est restée à 2 enfants par femme, et puis tout le reste du continent est implosé. Donc là, il n'y avait rien à expliquer, juste de dire que les Français étaient bizarres, quand vous n'avez qu'un cas. Mais ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'on a vu la fécondité se remettre à des niveaux quasi français sur l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest. Le Royaume-Uni est à 2, la Suède doit être à 1,9. Et en fait, il y a une carte d'une fécondité que je qualifierais de raisonnable. Et puis vous avez l'Europe entre le Portugal et le Japon. Voilà, disons l'Occident entre le Portugal et le Japon, que nous considérons dans ce contexte comme le pays de l'extrême Occident. Mais c'est tous les trucs intermédiaires, hein. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tout l'espace germanique, en fait, le gros des pays de l'Est, la Russie, la Corée doit être à 1,1, vraiment très très bas, et vous avez tout un espace à la fécondité implosée. Alors, il y a des irrégularités, il y a des choses qu'il faudrait expliquer. Les principales irrégularités, c'est probablement l'Espagne et le Portugal.
et la Grèce, qui sont trop bas, alors que le statut de la femme est plutôt pas mal à l'origine. Mais dans l'ensemble, ce qui caractérise pour un historien anthropologue l'Europe du Nord-Ouest, c'est les régions où le statut de la femme, on est à la périphérie, donc on est dans ces régions où le statut de la femme, en fait, n'a jamais été tellement abaissé. Je sais que les féministes vivent l'émancipation récente comme une nouveauté, mais la vérité, c'est que le féminisme moderne naît d'un terrain où le statut de la femme était déjà élevé. En fait, quand on rentre dans le détail de la mécanique, on se rend compte que les régions qui arrivent à se reproduire, c'est celles où les femmes peuvent concilier activité professionnelle suffisamment intéressante et reproduction. Qu'auraient pensé les chasseurs-cueilleurs qui étaient quelques centaines de milliers si on leur avait dit qu'un jour il y allait y avoir 6 milliards d'êtres sur la planète? Je suis sûr qu'ils auraient été super inquiets pour leurs ressources. Vous voyez? Alors que la vérité, ce qui est intéressant démographiquement, c'est la différence entre pays à basse fécondité et pays à fécondité ultra basse. C'est ça qui indique l'avenir. Et la vérité, c'est qu'il y a maintenant plein de pays du monde dont la population décroît. L'Allemagne a une population décroissante, la Russie est en chute libre, le Japon a commencé à décroître. Et je vous garantis qu'une société comme la société française, avec un indicateur de fécondité, pas juste conjoncturel, de descendance finale, de 2, face à une Allemagne qui est à 1,4, c'est deux mondes, c'est deux destins. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait convergence de toutes les sociétés humaines sur un modèle unique? Une seule chose permettrait ça. Ça serait que quelque part, une société ait découvert le sens de la vie. Le bon, le seul. Hein? Mais en fait, ce n'est pas possible. La vie n'a pas de sens. Donc vous pouvez voir, un anthropologue raisonnable va regarder les divers types d'organisations sociales comme des façons de s'accommoder de ce non-sens avec des règles particulières qui semblent donner un sens. Je vais faire une histoire courte avec des données très complexes. La Bretagne est infernale. Je veux dire, il y a des trucs. Alors, ce qu'avait trouvé Le Pen, c'était un système. Alors, vous allez voir. C'était des familles. Il y avait des règles d'aînesse, mais c'était plutôt l'aîné des filles qui héritaient. Et puis s'agrégeaient aux couples successeurs en corésidence temporaire des petits frères et des petites sœurs. Donc j'ai appelé ça, c'est la 15e catégorie dans ma typologie que j'ai rajoutée parce qu'elle ne correspond à rien, famille souche à corésidence temporaire. En l'occurrence, ça serait matrilocale. Il faut vraiment avoir envie. Alors, il y a une façon de voir la Bretagne familiale sur le mode d'une naissance celte. Vous avez trouvé dans les trucs de Marcal des réflexions sur la femme bretonne, sur la celtitude. J'avais un grand-père breton, hein, donc ça n'est pas une critique. Et je n'ai rien contre la celtitude. Et ma mère avait une théorie personnelle. Ma mère avait une forte identité judéo-bretonne et avait développé une théorie universelle de la bonne entente des Juifs et des peuples celtes. Donc elle avait prétendu trouver la trace en Bretagne, à New York. Donc ce n'est pas une critique. Mais moi, je n'y crois pas trop à l'identité celte parce que dans ce modèle, regardez, je suis dans mon modèle centre-périphérie de l'Eurasie. Alors, la Bretagne est sur la périphérie de la France. C'est déjà net. Mais si vous imaginez une carte de l'Eurasie, le caractère périphérique de la Bretagne va être encore plus frappant. Hein? Je pense que c'est visible. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous dites peut-être, là, si vous avez le modèle, peut-être que la bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que, de toute façon, il va falloir partir du principe, alors là on renverse un peu la logique, hein, on n'est plus dans la constatation de choses, que ce qu'on peut s'attendre à trouver en Bretagne, c'est des types très archaïques. Et donc, qu'est-ce que c'est que le type archaïque? Le type archaïque, c'est le type philippin. Le type philippin, c'est la famille nucléaire, imparfaite, avec des phénomènes de corésidence temporaire, et un groupe de parenté assez vaste autour, mais un groupe de parenté qui ne distingue pas selon qu'on passe par les femmes ou par les hommes. Donc si vous dites, la base, c'est ça. C'est resté comme ça jusqu'à très récemment. Et puis, une fois que vous avez vu que les âges au mariage s'élèvent énormément au XIXe siècle, comme en Irlande d'ailleurs, que vous savez que la famille souche est apparue en Irlande au XIXe siècle, on a tous les textes, toutes les dates, etc., à la suite de la Grande Famine, vous dites peut-être le système breton, c'est simplement que les systèmes souches sont d'implantation très récente. Je veux dire, ça a été dans la noblesse, beaucoup plus tôt.
mais ça a commencé à diffuser au moment où les densités de population devenaient insupportables. C'est très récent, c'est au XIXe siècle, et c'est pour ça que vous gardez, associé à la famille souche, des formes de corésidence temporaire qui sont les traces de formes archaïques. Et puis, en ce qui concerne la déviation matrilocale qu'on observe souvent, en fait, dans les données bretonnes, pas partout, mais souvent, vous pouvez dire, bah, finalement, c'est peut-être comme en Indonésie. La noblesse, elle, avait une organisation patrilinéaire. Et peut-être vous êtes dans un truc de réaction de ce type. Vous voyez ? Et voilà.